La plupart des gens préparent le thé de la même manière qu'ils l'ont toujours fait. Eau bouillante, sac dedans, attendre, c'est prêt. Et la majeure partie de ce qui est montré dans cette vidéo consiste à détruire discrètement la seule chose qui rend cette plante digne d'être bue. Il y a une mauvaise herbe sur cette liste, quelque chose que les gens arrachent et jettent à la poubelle chaque. Il bénéficie de davantage d'études cliniques pour une affection spécifique que la plupart des compléments alimentaires disponibles en pharmacie. Il existe un thé tellement étudié pour ses effets sur la tension artérielle que les résultats des essais cliniques sont véritablement gênants à lire si vous avez payé pour un traitement sur ordonnance. Il y en a une sur cette liste, à laquelle votre cerveau est déjà programmé pour réagir. Le récepteur qu'il cible, les chercheurs l'ont découvert avant de découvrir la plante. Ils ignoraient tout simplement encore de quelle plante il s'agissait. Et il en existe une où la méthode de préparation est primordiale. Si vous vous trompez, vous n'en retiendrez presque rien. La plupart des gens se trompent depuis toujours. 10 thés, chacun avec un mécanisme que votre corps sait déjà utiliser. Restez jusqu'à la fin. Le dernier point est celui que la plupart des gens négligent complètement, et c'est peut-être celui dont vous avez le plus besoin. Le thé vert n'est pas exotique. Je le garde à côté de la bouilloire, comme tout le monde. Mais ce qui se trouve à l'intérieur de ces feuilles séchées est véritablement complexe. Quelque chose que l'industrie pharmaceutique étudie discrètement depuis 40 ans. Le composé le plus actif est appelé EGCG. Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Voyez les choses comme ça. Vos cellules accumulent de la rouille interne au fil du temps, des dommages causés par des molécules instables qui circulent librement. L'EGCG est un inhibiteur de rouille. Il capture ces molécules avant qu'elles ne puissent corroder les machines. Des essais cliniques ont démontré que l'EGCG peut supprimer un signal cellulaire appelé NF-κB, le principal signal d'alarme de l'organisme pour l'inflammation. Imaginez NF-κB comme un détecteur de fumée très sensible. Le thé vert n'élimine pas la fumée. Cela augmente le seuil de déclenchement de l'alarme, de sorte que votre corps ne soit pas constamment en mode crise pour rien. Une méta-analyse de 2020 a regroupé les données de plus de 100 000 participants. Les consommateurs réguliers de thé vert, 3 tasses ou plus par jour, ont présenté des taux d'événements cardiovasculaires sensiblement inférieurs. Il ne s'agit pas d'un petit ensemble de données, il s'agit de données probantes à l'échelle de la population. Il y a une nuance importante que j'ai tirée de mes années d'infirmière. Le thé vert contient des catéchines qui peuvent interférer avec certains anticoagulants, notamment la warfarine. Si vous prenez ce médicament, parlez-en à votre médecin avant d'en faire une habitude quotidienne. Pour tous les autres, 3 tasses restent largement dans la fourchette de sécurité. Ma méthode est simple, et la température compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Faire bouillir l'eau détruit les catéchines, ce qui réduit en réalité leur valeur médicinale. Refroidissez l'eau à environ 80 degrés. Si vous n'avez pas de bouilloire à température contrôlée, laissez simplement l'eau bouillante reposer pendant 2 minutes, puis versez 1 cuillère à café bombée de feuilles en vrac. Laissez infuser exactement 3 minutes. J'utilise un petit sablier. Si on laisse reposer plus longtemps, les tanins s'accumulent, le plat devient amer, et l'excès de tanins peut en fait bloquer l'absorption du fer. 3 minutes. C'est le point idéal. À boire nature ou avec un tout petit peu de citron. La vitamine C du citron augmente en fait la quantité de catéchines que votre intestin peut absorber. C'est un fait bien documenté dans les études pharmacocinétiques. Le lait, en revanche, se lie aux catéchines et réduit leur absorption. C'est votre choix, mais vous connaissez maintenant les conséquences. On dit que la camomille est une tisane douce, et c'est vrai, mais la qualifier de douce minimise son action réelle au niveau des récepteurs cérébraux. La camomille contient un composé appelé apigénine. Les recherches indiquent qu'elle interagit avec des sites récepteurs dans le cerveau
qui sont également ciblés par les benzodiazépines pharmaceutiques, des médicaments comme le Valium. Le mécanisme exact est encore à l'étude et semble être plus complexe qu'une simple serrure et une clé. Mais la direction apaisante de l'effet est cohérente dans de multiples axes de recherche. Considérez ces sites récepteurs comme un variateur de lumière pour l'activité du système nerveux. Les benzodiazépines font basculer ce processus vers le minimum. L'apigénine semble atténuer discrètement son effet, d'un ou deux crans, même direction, beaucoup plus doux et sans profil de dépendance. Un essai clinique publié dans la revue Phytomédecine, une publication de pharmacologie évaluée par des pairs, a suivi des patients atteints de troubles d'anxiété généralisés pendant 8 semaines. Le groupe ayant reçu de l'extrait de camomille a présenté des réductions statistiquement significatives des scores d'anxiété par rapport au groupe placebo. Il ne s'agit pas de sagesse populaire. Ceci est un essai contrôlé. En plus de son action sur l'anxiété, la camomille a des effets bien documentés sur les spasmes intestinaux. Dans la paroi de l'intestin, il existe des fibres musculaires lisses qui peuvent se contracter de façon involontaire. La camomille contient des composés antispasmodiques qui soulagent ces crampes. C'est pourquoi on l'utilise depuis des siècles pour traiter les coliques et le syndrome du côlon irritable. L'usage traditionnel et la biochimie concordent, ce qui est toujours bon signe. Je fais pousser de la camomille le long de la clôture exposée au sud. En Oregon, elle fleurit à la mi-juillet. Mais la camomille séchée d'un herboriste réputé fonctionne tout aussi bien. L'apigénine ne se dégrade pas rapidement avec un séchage soigneux. 2 cuillères à café bombées de fleurs séchées, recouvertes immédiatement après avoir versé l'eau. L'emballage est important. Les huiles aromatiques volatiles de la camomille, celles qui véhiculent une partie de ses propriétés apaisantes, s'échapperont dans la vapeur si vous laissez la tasse ouverte. Une soucoupe posée dessus pendant 5 minutes, c'est tout ce qu'il faut. Je bois ma camomille 1 heure avant de me coucher. Pas juste avant, 1 heure. Cela donne à l'apigénine le temps d'atteindre la circulation sanguine et de commencer à agir sur ses récepteurs avant que vous ne soyez allongé. J'ai constaté une nette différence dans la rapidité avec laquelle je m'endors lorsque je respecte ces horaires. Le gingembre est l'une de ces plantes dont l'usage traditionnel est si bien étayé par les données qu'il est presque embarrassant qu'il ne fasse pas partie de la pratique clinique courante. Les composés actifs sont appelés gingerols et chogaols. Les gingerols sont présents dans le gingembre frais. Lorsqu'on sèche et qu'on chauffe la racine, les gingerols se transforment en chogaols, qui sont en fait des agents anti-inflammatoires plus puissants. Tous deux bloquent les mêmes voies inflammatoires que les AINS en vente libre, des médicaments comme l'ibuprofène, mais sans l'érosion de la muqueuse gastrique que provoque l'utilisation à long terme d'AINS. Imaginez les AINS comme un bulldozer dégageant un barrage inflammatoire. Les gingerols sont un régulateur de trafic ciblé. Même résultat, dommages collatéraux différents. Le mécanisme de la nausée est particulièrement bien établi. Les composés actifs du gingembre inhibent un récepteur de la sérotonine dans l'intestin appelé 5-HT3, le même type de récepteur que ciblent les médicaments antinauséeux de la chimiothérapie. La différence réside dans le fait que les médicaments pharmaceutiques bloquent ce récepteur de manière compétitive au niveau de son principal site de liaison. Il semblerait que les gingerols du gingembre l'inhibent par un mécanisme non compétitif différent, un site modulateur distinct sur le même récepteur, même cible, point d'entrée différent. Les preuves sont basées sur de multiples essais cliniques, dont une étude notable menée auprès de patientes obstétricales, montrant que l'extrait de gingembre est comparable à certains antiémétiques pharmaceutiques contre les nausées matinales. Il y a un article sur la circulation que je trouve vraiment intéressant. Des observations préliminaires suggèrent qu'une consommation régulière de gingembre réduit l'agrégation plaquettaire, c'est-à-dire l'adhérence des cellules sanguines, qui conduit à la formation de caillots.
C'est important pour la santé cardiovasculaire. Cela signifie également que si vous prenez des médicaments anticoagulants, vous ne devez ajouter du gingembre à votre tisane médicinale quotidienne qu'avec l'avis de votre médecin. Les racines fraîches sont toujours mon premier choix. J'en garde un morceau dans le bac à légumes toute l'année. Environ un morceau de la taille d'un pouce par tasse, coupé en fines tranches. Inutile d'éplucher la peau pour faire du thé, elle contient aussi des composés. 12 à 15 fines tranches dans une petite casserole, recouverte de 2 tasses d'eau froide. Ensuite, portez le tout à frémissement doux et laissez mijoter pendant 10 minutes. Filtrez-le dans votre tasse. Une cuillère à café de miel cru adoucit la chaleur. Et ajoute ses propriétés antibactériennes. Une tranche de citron frais. Voici la formule que j'ai utilisée chaque hiver en Oregon ces 12 dernières années. Alors que tout le monde autour de moi se tournait vers les décongestionnants, je me tournais vers ceux-ci. Je serai honnête. La menthe poivrée est celle de cette liste qui surprend le plus les gens lorsqu'ils découvrent son mécanisme. Il ne s'agit pas de se rafraîchir. La menthe poivrée contient du menthol, et le menthol active un canal récepteur spécifique du froid appelé TRPM8 dans les terminaisons nerveuses sensorielles du corps. L'activation de ce canal crée une sensation de fraîcheur, certes, mais elle a également un effet relaxant direct sur les tissus musculaires lisses de la paroi intestinale. C'est pourquoi les capsules d'huile de menthe poivrée à enrobage entérique sont désormais reconnues dans de nombreuses recommandations cliniques comme un traitement de première intention du syndrome du côlon irritable. La version en thé est moins concentrée, mais fonctionne selon le même principe. Il existe également une application respiratoire bien documentée. La vapeur de menthol, inhalée par la vapeur du thé, agit sur les récepteurs des voies nasales, qui réduisent la sensation de congestion. La musique ne réduit pas réellement les tissus enflés comme le fait un décongestionnant. Cela permet de réduire la perception d'obstruction. Chez un patient malade qui ne peut pas dormir parce qu'il a l'impression de ne pas pouvoir respirer, cette distinction importe beaucoup moins que le résultat. Une mise en garde tirée de la pratique clinique. La menthe poivrée détend le sphincter inférieur de l'œsophage. La valve située entre votre œsophage et votre estomac. Pour les personnes souffrant de reflux ou de RGO, la tisane à la menthe poivrée peut en fait aggraver les symptômes. C'est le joyau caché de la menthe poivrée. La plante qui apaise une partie de l'intestin peut en irriter une autre. Connaissez votre patient. Connais-toi toi-même. Ici, on préfère les feuilles fraîches et non séchées. J'ai un pot de menthe poivrée près de la porte de derrière. Environ 10 grandes feuilles, par tasse. Frottez-les légèrement dans la paume de votre main pour libérer les huiles. Versez de l'eau bouillante. Pour la menthe poivrée, contrairement au thé vert, la température d'ébullition est parfaite. Intense 5 minutes, couvert. Filtrez et buvez pendant que la vapeur est encore active, surtout si vous l'utilisez pour des raisons respiratoires. La vapeur fait partie du traitement. C'est celle qui suscite le plus de questions, et c'est aussi celle pour laquelle je dois être le plus prudent, car il y a des preuves authentiques enfouies sous une montagne de marketing. La curcumine, le composé actif du curcuma, est l'un des agents anti-inflammatoires naturels les plus étudiés dans la littérature scientifique. Elle supprime simultanément de multiples signaux inflammatoires dans l'organisme. Alors que l'ibuprofène bloque une voie spécifique, la curcumine semble agir sur plusieurs simultanément. L'analogie que j'utilise, c'est que l'ibuprofène est un tireur d'élite ciblé. La curcumine agit comme un brouilleur pour l'ensemble du réseau de communication inflammatoire. Voici le problème crucial. La curcumine est très peu absorbée par l'intestin lorsqu'elle est absorbée seule. Des études montrent une biodisponibilité inférieure à 1% à l'état isolé. C'est là que la préparation traditionnelle se révèle en réalité plus judicieuse que la pilule de complément alimentaire moderne. Le poivre noir contient un composé appelé pipérine qui augmente considérablement l'absorption de la curcumine. L'étude pharmacocinétique humaine la plus citée
Choba et al. 1998, a mesuré une augmentation allant jusqu'à 2000%. La réplication indépendante a été variable, et l'étude a utilisé des doses élevées spécifiques, donc le nombre exact importe moins que le principe. Il vous faut du gras et du poivre noir. Ce point est globalement cohérent dans la littérature. Une méta-analyse d'essais cliniques sur la curcumine pour l'arthrose a révélé des réductions mesurables des scores de douleur comparables à certains médicaments INS, mais sans les effets secondaires gastriques. Des études suggèrent qu'il s'agit d'une application légitime pour les personnes souffrant de douleurs articulaires chroniques. Ce traitement ne remplace pas la prise en charge des blessures aiguës, mais les preuves confirment qu'il est indiqué pour l'inflammation quotidienne de bas grade des articulations vieillissantes. J'utilise la racine entière séchée, moulue fraîche. Si ce n'est pas possible, une poudre de curcuma de qualité fera l'affaire. Mais regardez la couleur. Orange foncé. Si la couleur est jaune pâle, c'est un vieux stock dont la curcumine est dégradée. 1 cuillère à café de curcuma, 1/4 de cuillère à café de poivre noir, 1 demi-cuillère à café d'huile de coco ou de toute autre bonne matière grasse. Les matières grasses augmentent également l'absorption. Versez du lait d'avoine chaud ou de l'eau dessus. Fouettez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà votre thé doré. Buvez-le chaud. Je prépare ce plat tous les soirs après le dîner depuis 6 ans. Mes articulations, qui étaient considérablement raides à la fin de ma cinquantaine, vont nettement mieux. Je ne peux pas attribuer cela à une seule chose, mais je peux vous dire ce que j'ai changé lorsque l'amélioration a commencé. C'est une plante dont la plupart des praticiens de la médecine occidentale n'ont jamais entendu parler, et c'est celle que j'aurais le plus souhaité avoir dans ma formation d'infirmière. Le tulsi est classé comme adaptogène. Ce mot est constamment mal utilisé. Le terme adaptogène signifie précisément que la plante contient des composés qui modulent l'axe hormonal du stress dans l'organisme. L'axe HPA, qui est la voie de communication entre le cerveau et les glandes surrénales, qui contrôle la libération de cortisol. Le cortisol est la principale molécule de stress de votre corps. Considérez de l'axe HPA comme un thermostat pour votre réponse au stress. Tulsi semble recalibrer ce thermostat lorsque le stress chronique l'a poussé à un niveau constamment élevé. Des études indiquent que l'eugénol, principal composé volatile du tulsi, exerce également des effets anti-inflammatoires et antimicrobiens directs. Des observations préliminaires suggèrent que le thé tulsi pourrait favoriser une gestion saine de la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline. Bien que ce domaine nécessite davantage de données cliniques robustes avant que des affirmations catégoriques puissent être faites. Ce qui est bien documenté dans les archives ethnopharmacologiques, c'est que le tulsi a été utilisé sans interruption dans la médecine ayurvédique pendant plus de 3000 ans pour le stress, l'immunité et les affections. La profondeur de cette tradition constitue en elle-même une forme de preuve. Je suis arrivé tard à Tulsi. Il y a une quinzaine d'années, une collègue du Kerala, cardiologue, qui avait fait ses premières études à Mysore, m'a glissé dans la main un paquet de tulsi séché et m'a simplement dit « Pour votre cortisol ». Je pensais qu'elle tenait des propos poétiques. J'ai essayé pendant une semaine particulièrement difficile. La différence était flagrante. Le thé tulsi est le plus flexible de cette liste en termes de timing. Elle n'a pas les propriétés sédatives de la camomille. Elle est donc sans danger à boire le matin. Je prépare une grande casserole le matin et je la laisse refroidir. C'est un thé qui est également agréable froid. 1 cuillère à soupe de feuilles fraîches ou 1 cuillère à café de feuilles séchées par tasse. Eau bouillante. 5 minutes d'infusion. La saveur est complexe. Arôme de clous de girofle, légèrement poivré avec une note florale en arrière-plan. Certaines personnes trouvent cela immédiatement agréable. D'autres mettent quelques jours à s'adapter. Attendez une semaine avant de porter un jugement. C'est le thé à l'hibiscus qui m'a poussé à m'asseoir et à relire 3 articles différents pour être sûr de bien lire les chiffres. Les anthocyanes de l'hibiscus, les pigments qui lui donnent cette couleur pourpre intense,
ont été étudiés pour leur effet sur la pression artérielle. Un essai clinique publié dans le Journal of Nutrition a recruté des participants souffrant de préhypertension et d'hypertension légère, les a répartis aléatoirement en 2 groupes. L'un consommant 3 tasses de thé d'hibiscus par jour, l'autre un placebo, et a mesuré les résultats sur une période de 6 semaines. Le groupe ayant reçu de l'hibiscus a présenté une réduction de la pression artérielle systolique d'environ 7 points en moyenne. Pour mettre cela en contexte, cela se situe dans la fourchette d'un antihypertenseur pharmaceutique à faible dose. Le mécanisme semble impliquer la voie ACE, la même voie ciblée par une classe très courante de médicaments contre l'hypertension artérielle appelés inhibiteurs de l'ECA. Les anthocyanes de l'hibiscus semblent agir comme de légers inhibiteurs naturels de l'ECA. Même mécanisme, mais d'une ampleur bien moindre. C'est pourquoi, encore une fois, toute personne sous traitement antihypertenseur devrait discuter avec son médecin de l'ajout de quantités thérapeutiques d'hibiscus. Le sens de l'effet est le même. Vous pouvez superposer. Constat secondaire bien étayé. L'hibiscus a des effets mesurables sur le cholestérol LDL dans plusieurs études, avec des preuves indiquant des réductions modestes du LDL parallèlement à des augmentations du HDL. Les données relatives au profil lipidique ne sont pas aussi spectaculaires que celles concernant la pression artérielle, mais elles contribuent à dresser un tableau cardiovasculaire complet. L'infusion à froid d'hibiscus est ma méthode préférée. 2 cuillères à soupe de calice séché dans 1 litre d'eau froide. 12 heures au réfrigérateur. L'extraction lente à froid produit un profil aromatique différent et, à mon avis, plus agréable que l'infusion à chaud. Moins acidulé, plus fruité. Méthode express si vous en avez besoin immédiatement. 2 cuillères à café, eau bouillante, 5 minutes, filtrée. Ajoutez un peu de miel si l'acidité est trop prononcée. L'hibiscus est vraiment assez acide, comme la cerise acidulée. Cette acidité, soit dit en passant, n'est pas un défaut. Les acides organiques font partie de la chimie thérapeutique. La mélisse est la grande perdante de cette liste. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Il est quasiment impossible à tuer, ce que j'apprécie, et la plupart des gens qui la cultivent ne l'utilisent que comme herbe culinaire. Ils laissent ainsi une part importante de sa valeur inexploitée. Le composé clé est l'acide rosmarinique. Elle inhibe une enzyme appelée GABA transaminase. Et le GABA est le principal neurotransmetteur calmant du cerveau. Le GABA, bloqueur du mécanisme de blocage, a pour fonction de ralentir l'activité neuronale. La GABA transaminase est l'enzyme qui décompose le GABA. Bloquer l'enzyme et le taux de GABA restera élevé plus longtemps. Il en résulte un effet calmant prolongé. En termes simplifiés, il s'agit de la même direction d'action que certains anxiolytiques, obtenus par une étape différente du même cheminement musical. Une étude utilisant de l'extrait de mélisse chez des participants souffrant d'anxiété légère et de troubles du sommeil a révélé des améliorations à la fois de l'humeur et de la qualité du sommeil sur une période de 2 semaines. Les preuves reposent également sur une utilisation ethnopharmacologique bien documentée dans la médecine populaire européenne, où elle est utilisée sans interruption pour calmer les fonctions cognitives depuis au moins le Moyen Âge. Mélissa, le nom du genre, vient du mot grec désignant l'abeille. Les abeilles savaient quelque chose. Un domaine que je trouve particulièrement intéressant, ce sont les premières recherches qui suggèrent que l'acide rosmarinique pourrait inhiber le récepteur de l'hormone stimulant la thyroïde d'une manière spécifique, ce qui rend la mélisse potentiellement pertinente pour la prise en charge de l'hyperthyroïdie. Ceci est préliminaire, mais cela signifie également que si vous souffrez d'une affection thyroïdienne, discutez de la consommation de tisane de mélisse à forte dose avec votre médecin avant d'en faire une pratique quotidienne. La mélisse fraîche est nettement meilleure que la mélisse séchée. Les composés volatiles qui véhiculent une grande partie de ses propriétés thérapeutiques se dégradent considérablement avec le séchage. Si vous pouvez le cultiver, cultivez-le. Elle investira avec enthousiasme un coin de votre jardin.
8 à 10 feuilles fraîches, déchirées ou légèrement froissées par tasse. Eau bouillante. Laissez infuser 8 minutes, plus longtemps que pour la plupart des thés, car l'acide rosmarinique met un peu plus de temps à s'extraire complètement. À associer à la camomille pour une synergie optimale lors du sommeil du soir. Les deux mécanismes agissent sur différents systèmes de récepteurs et se complètent bien. Je souhaite aborder la réaction que je suscite systématiquement lorsque j'évoque le sujet des orties. Mais ça fait mal. Oui, c'est le cas. Et dès que la chaleur ou la pression est appliquée, lors du séchage, du blanchiment ou de l'ébullition, les composés irritants contenus dans les poils urticants sont complètement neutralisés. Les principaux responsables sont l'histamine, l'acétylcholine et la sérotonine, des neurotransmetteurs qui déclenchent la réaction de piqûre au contact. Le thé infusé ne présente aucune de ces activités, aucune. L'ortie est l'une des plantes les plus riches en nutriments dans un jardin tempéré, avec du fer, du calcium, du magnésium, des vitamines K, C et du bêta-carotène en concentration significative. Mais l'intérêt pharmacologique va au-delà de la nutrition. L'ortie contient des composés qui inhibent l'aromatase, une enzyme impliquée dans la conversion des œstrogènes, et montrent également des preuves préliminaires de soutien des niveaux de testostérone sains en réduisant la liaison à une protéine appelée SHBG. Les preuves à l'appui de cette demande sont basées sur des études in vitro et quelques observations cliniques préliminaires plutôt que sur des essais à grande échelle. Mais l'utilisation ethnopharmacologique pour le soutien hormonal chez les personnes âgées est attestée dans les traditions européennes et nord-américaines. L'application clinique la plus solidement étayée est l'effet de l'ortie sur la rhinite allergique, le rhume des foins. De nombreux essais contrôlés ont démontré que l'extrait d'ortie inhibe la voie de l'histamine impliquée dans la réponse allergique. Il ne bloque pas l'histamine de la même manière qu'un antihistaminique. Il semble agir plutôt dans la cascade, en réduisant la production d'histamine plutôt qu'en bloquant son récepteur. Pour les personnes souffrant d'allergies saisonnières, il s'agit d'une distinction importante, car on n'observe pas la somnolence qui accompagne de nombreux antihistaminiques. Je commence à boire de la tisane d'ortie début février, avant même l'arrivée du pollen d'aulne en Oregon. Le niveau d'inflammation de base est déjà plus bas. Voilà l'application pratique du mécanisme. On l'utilise à titre préventif et non réactif. Récolter les jeunes pousses, les 4 à 6 premières feuilles à partir du bourgeon terminal, en portant des gants. Une fois blanchies à l'eau chaude, elles sont parfaitement sûres. Sinon, l'ortie séchée provenant d'un fournisseur réputé convient parfaitement. Veillez simplement à le conserver à l'abri de la lumière, qui dégrade la chlorophylle et certains composés actifs. 2 cuillères à café d'ortie séchée dans de l'eau bouillante. Infuser 10 minutes. L'ortie a besoin d'un temps de macération plus long que les fleurs délicates pour libérer pleinement ses minéraux. Filtrez soigneusement. Le thé obtenu a une saveur agréable, légèrement herbacée, qui rappelle un peu celle d'un thé vert léger. Je bois 2 tasses par jour pendant la saison des allergies et 1 tasse le reste de l'année. Cette dernière est pour tous ceux qui ont passé trop de nuits à fixer le plafond. La valériane contient un composé sesquiterpénique appelé acide valérénique, le principal composant pharmacologiquement actif. Il agit comme un modulateur allostérique positif au niveau des récepteurs GABA-A du cerveau, ce qui signifie qu'il rend le signal apaisant naturel du cerveau, le GABA, plus efficace. La valériane contient également de l'acide isovalérique, qui est en grande partie responsable de l'odeur caractéristique de la plante. Les deux sont liés, mais remplissent des rôles différents. L'analogie que je trouve utile, si l'anxiété est une pièce où la musique est jouée trop fort, le GABA est le bouton de volume. Valériane garde un œil sur ce cadran et l'empêche de remonter. Une revue systématique d'essais contrôlés, randomisés sur la valériane pour le sommeil, a révélé que, dans de multiples études,
La valériane a montré des améliorations mesurables de la qualité du sommeil et de la latence, le temps nécessaire pour s'endormir par rapport au placebo. Les preuves sont les plus convaincantes concernant spécifiquement la latence d'endormissement. Cela ne vous assomme pas comme un sédatif. Elle facilite la transition vers le sommeil, distinction importante. La valériane possède une odeur particulièrement forte. Ça sent la racine fraîche, et je ne suis pas méchant, comme de vieilles chaussettes de gym. Cela est dû à l'acide isovalérique, qui est libéré lorsque la racine sèche. Le goût du thé infusé est terreux, pas désagréable, mais fort. Je veux que vous soyez préparés. L'odeur n'est pas un indicateur d'efficacité. C'est tout simplement une caractéristique de la chimie. Une cuillère à café de racines de valériane séchées, non en poudre, les morceaux de racines séchées entiers, dans de l'eau bouillante. Steep couvert pendant 10 à 15 minutes. Le revêtement est important. Il piège les acides volatiles qui font partie du profil actif. Buvez-le 30 à 45 minutes avant de dormir, et non juste au moment du coucher. Vous voulez que les composés circulent avant l'ouverture de la fenêtre de sommeil. Je ne recommanderais pas ce thé pour une consommation en journée, ni à quiconque doit conduire ensuite. La sédation, bien que plus douce que les options pharmaceutiques, est bien réelle. Un point à noter en pratique clinique. La valériane peut interagir avec les dépresseurs du SNC, l'alcool, certains médicaments pour le sommeil, certains anxiolytiques. Les effets s'accumulent. Ce n'est pas un thé à combiner sans précaution avec d'autres substances sédatives. Utilisé seul à la dose standard, il est bien toléré, mais il est véritablement actif sur le plan pharmacologique et mérite d'être traité comme tel. 10 plantes, 10 mécanismes bien documentés, tous poussant ou pouvant pousser à quelques mètres de l'endroit où vous dormez. Je tiens à être clair sur ce que je ne dis pas. Je ne dis pas de jeter vos médicaments sur ordonnance. Je ne dis pas que les plantes peuvent remplacer la médecine d'urgence, la musique, la chirurgie, ni les interventions que les soins de santé modernes réalisent vraiment bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe un espace entre la gestion de crises aiguës et l'inaction, une couche de soutien physiologique quotidien. Et c'est là que les plantes ne sont pas seulement efficaces, mais sont, dans de nombreux cas, mieux étayées par des preuves que nous ne le pensons. Si vous ne connaissez pas encore l'un de ces thés, commencez par celui-ci. Une tasse, une semaine, et observez ce que vous remarquez. Votre corps est un observateur attentif si vous lui donnez les conditions pour se faire entendre. Si vous avez trouvé cela utile, et surtout si quelque chose ici change votre façon de voir ce coin de votre jardin, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie du nouveau contenu chaque semaine, et c'est dans la section des commentaires que se déroulent les conversations les plus intéressantes. Je voudrais vous poser une question, et j'ai vraiment hâte de lire vos réponses ci-dessous. Parmi les 10 mécanismes que nous avons abordés aujourd'hui, les voies GABA, les anthocyanines inhibitrices de l'ACE, le problème de biodisponibilité de la curcumine, l'activation de TRPM8, lequel a le plus modifié votre compréhension? Et le fait de connaître le mécanisme a-t-il changé votre décision d'essayer la plante? Dites-le moi dans les commentaires.